Bon, mais bienvenue à la table ronde événement pour le jeune public. De tous âges. Tous ceux qui sont restés jeunes de cœur et d'esprit. Est-ce que la définition du jeune public en France est différente ou Non, c'est-à-dire que on s'est aussi ouvert au jeune public, c'est-à-dire que les thématiques que nous aborderons peuvent être intéressantes aussi pour les jeunes publics. Si les parents sont venus avec leurs enfants, on est censé ne pas leur donner envie de se dire quand est-ce qu'on se barre, quoi. C'est juste ça le principe. Donc, l'événement qui vient de se terminer, c'était idées reçues et climat. Et nous, on est ici pour parler de idées reçues et santé. Peut-être qu'on peut se présenter brièvement. Moi, je m'appelle Olivier Bernard. Je viens du Québec, au cas où vous n'aviez pas remarqué. Je suis pharmacien depuis 2004. Et je fais de la vulgarisation scientifique dans les médias, principalement, et aussi sur le web depuis pas loin d'une dizaine d'années. Et moi, je suis Florian Gouttière, aussi connu sous le nom de Curiologue. J'ai un blog qui s'appelle Curiologie. Je travaillais à la télévision et là, je travaille dans la presse papier, comme on dit. Et j'enquête beaucoup sur les idées reçues en santé, ça tombe bien, et sur les croyances qu'on a et sur les études frauduleuses et tout ce qui fait la une de vos journaux ou vos discussions de machine à café quand quelqu'un vous dit « T'as mal au dos ? Tu sais, ma grand-mère, elle met des aimants sous son lit. Eh ben, ça va vachement mieux. Tu devrais essayer. » Et j'essaye de savoir si c'est vrai, quoi. Voilà. Donc, Florian puis moi, en fait, on avait prévu quelques sujets qui s'adressent aux enfants. Donc, il y en a 3 dans la salle. 4. Non, 5. Non, oh, attendez. Non, je me corrige. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5. C'est quand même excellent. Donc, déjà, juste pour définir, que ouais. Justement, pour le jeune public, mais peut-être, en fait, ce qui est très pratique, les enfants, c'est que généralement, on dit on va définir des mots pour être sûr que les enfants comprennent. Mais en fait, les adultes, ils sont super contents. Ils font, déjà, pour une fois, on s'adresse à nous avec des termes pas trop techniques, alors que d'habitude, on fait semblant d'y comprendre quelque chose et tout. Donc, généralement, vous comprenez bien mieux que vos parents. Et ce qui est encore mieux, c'est que les enfants, ils disent « mais moi, j'ai pas compris » ou « excusez-moi, mais vous racontez... c'est pas compréhensible. » Quand les adultes, ils font très bien semblant de comprendre. « Ah ouais, c'était très très bien. » Donc c'est bien, en fait, vous servez aux adultes à passer pour... Bref. Merci d'être jeune. Ouais. Donc je veux dire, ça serait bien de définir le mot « idée reçue ». Je ne sais pas si vous avez peut-être tous une idée de ce que ça veut dire, idée reçue, mais comment toi tu définirais le mot idée reçue? Ça veut dire quoi? Moi, premièrement, au Québec, c'est pas une expression qui existe, des idées reçues. Donc, j'aurais peut-être moi-même besoin d'une définition, en fait. Alors, quand on dit idées reçues, beaucoup de gens disent les trucs qu'on croit mais qui sont pas vrais, tu vois, les trucs qu'on a reçus. Moi, je n'aime pas trop cette définition. Pour moi, une idée reçue, c'est une idée qu'on a reçue et qu'on a prise. On a dit, elle est très bien, j'y crois, quoi. Quand mes parents m'ont dit, bois pas du jus d'orange avant de te coucher, tu vas mal dormir. C'est une idée que j'ai reçue et que j'ai toujours considérée comme vraie. Et peut-être qu'elle est vraie, peut-être qu'elle est fausse. J'ai jamais vérifié, j'ai jamais pensé que ça pouvait être faux. Boire du jus d'orange avant de se coucher empêche de dormir. Ah bah oui, tout le monde sait ça. Ça, c'est une idée reçue. Mais peut-être que c'est vrai. C'est-tu fréquent, ça? Y a-tu des gens ici qui ont cette conception-là? Ou... C'est vrai? Alors moi, j'y ai cru jusqu'en 2016, où je me suis dit, mais comment est-ce qu'on sait que c'est vrai, en fait? Est-ce qu'on le sait parce que j'ai bu du jus d'orange avant de dormir et j'ai pas réussi à bien dormir, donc j'en ai... Parce qu'en fait, c'est peut-être autre chose. Est-ce que c'est boire du jus d'orange qui m'empêche de dormir? Ou est-ce que c'est juste le fait qu'on m'a dit que boire du jus d'orange, ça m'empêchait de dormir? Est-ce qu'on sait différencier les deux, quoi? C'est intéressant. Dans le même ordre d'idée, moi, j'ai jamais entendu cette histoire-là de jus d'orange avant de dormir, pour être honnête. Mais quelque chose que j'ai souvent entendu, c'est si on consomme quelque chose de trop sucré, donc ça pourrait être un jus d'orange ou autre chose comme ça, bien là, on va avoir plein d'énergie, puis là, on va être trop excité, et là, peut-être qu'on va pas pouvoir dormir. Les jeunes ici, est-ce que c'est vrai? Si on mange quelque chose de très sucré, là, est-ce qu'après, on a plein d'énergie, puis on a de la difficulté à comme être concentré, puis... Non? Oui? Ouais. Non? Ça, c'est quoi, ça? C'est un peut-être? Toi, en arrière? Il est non. Peut-être que c'est vrai, hein? Peut-être que c'est faux. Nous, on dit juste on a reçu l'idée, on l'a pas vérifié. Hein, donc, enfin, si on l'a vérifié, mais... Donc, on peut manger plein de choses super sucrées, puis il n'y a aucun problème.
Non, mais comme là, tu triches. Il y a peut-être d'autres problèmes que d'être énergique. Hein. Les caries, c'est peut-être un autre. Ça, c'est facile aussi de dire le café, c'est très bon contre le cancer, etc. Ça se trouve, ça fait du mal au foie. Enfin, je ne sais pas, moi, il faut distinguer. Hein. On a découvert que tel produit, il est très très bon pour éviter la chute des cheveux, mais s'il fait perdre les jambes, non, mais voilà. Non, mais c'est pas parce qu'il y a une. Bref. Tu m'as compris, quoi. Donc, ton truc, il n'y a pas de problème à manger du sucre. Alors, allez-y, mettez-vous du sucre par intraveineuse. D'ailleurs, ça va bien aller, là. Il est beau, le pharmacien. Puis en même temps, le sucre dans le jus d'orange, par exemple, c'est le sucre qui vient des fruits. Donc, est-ce que le sucre des fruits, c'est meilleur pour la santé que le sucre, disons, d'un gâteau? Non. C'est pas meilleur. T'es sûr? Donc, gâteau, fruits, même chose. Là. On peut prendre un ou l'autre, pas de différence. On est d'accord là-dessus? Alors, tout le monde sait que la science, ça se fait au vote. Hein. On va décider si c'est vrai ou si c'est faux. Comme ça, on va demander, puis il n'y a pas besoin de vérifier, juste on va demander. Alors, qui croit que c'est vrai, que c'est pareil? Qui croit que c'est vrai, que c'est pas pareil? C'est pas pareil, t'as vu? Elle est belle, la science. Hein. Ça se fait comme ça, la science, en France, monsieur. Sur les plateaux de télévision. Cette histoire-là, en fait, par rapport au sucre, c'est super intéressant. Puis je sais que Florian aussi, tu t'es déjà intéressé à des choses par rapport à ça dans le passé. Énormément de croyances par rapport à tout ce qui a rapport avec l'alimentation. Hein. Parce que l'alimentation, la nutrition, tout le monde a ses propres croyances. C'est des croyances qui sont souvent très ancrées. On y croit, puis on croit à ça toute notre vie. Peut-être que c'est pour ça que à l'aube de la quarantaine, j'imagine, t'as cessé de croire à ton truc de jus d'orange un petit peu. Parce que tout le monde mange. Donc, étant donné que tout le monde mange, tout le monde a une opinion sur la nutrition et l'alimentation. Ouais, moi, c'est pire que ça. Hein. Je vais te raconter ma vie, mais quand j'étais petit, on a eu Enfin, tout le monde savait dans la région où j'habitais qu'il fallait surtout pas manger les aliments qui contiennent un produit. On vérifiait les étiquettes. Okay. Il avait marqué contient l'additif E330. 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 Ça sonne très chimique. C'est très et chimique. Dangereux. Bah, c'est très chimique et très dangereux. Déjà, c'est des chiffres et des lettres, donc ça fait peur. Et surtout, en fait, tout le monde savait que c'était le produit le plus. Il y avait une liste des produits cancérigènes. Il y avait une association dans ma région qui mettait des tracts dans les boîtes aux lettres pour alerter la population que c'était le produit le plus dangereux. Et il y en avait dans le Schweppes et dans les Malabar, les chewing-gums. Et donc, toute mon enfance, j'ai alerté tous mes copains du fait que c'était dangereux. Toute mon enfance, je me suis interdit de manger des Malabar et de boire du Schweppes. Et quand je voyais quelqu'un, je me disais, il ne faut pas boire ça, tu vas attraper le cancer, etc. Et ça faisait partie de mon savoir que j'ai transmis. Quand je voyais que ça dans les aliments, je faisais, pourquoi cette merde n'est pas interdite, quoi. Et puis, un jour, j'ai essayé de savoir ce que c'était le 330, c'est du jus de citron. Ah, OK. Ça, c'est de l'acide citrique, pareil. Attends, donc, E330 est un synonyme de jus de citron. D'acide citrique que tu mets dans l'alimentation, mais c'est la nomenclature européenne de l'acide citrique, ouais. Et donc, je me suis renseigné. En fait, c'est une mauvaise blague que quelqu'un dans ma région a mis sur... à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, car je suis vieux, et il mettait dans les boîtes aux lettres mais peut-être qu'au départ, il y croyait parce qu'il a mal lu, on ne sait pas pourquoi il a fait ça, mais il disait, selon une étude de l'Institut Gustave Roussy, qui est là, un grand institut de cancer dans la région où j'ai grandi, et même en France, hein, il est vraiment reconnu. Et donc pendant longtemps, grâce à l'ère d'Internet, l'Institut Gustave Roussy avait sur son en-tête, non, nous n'avons pas produit jamais d'une étude qui raconte ça, quoi, c'est stupide. Et il y a 4 ans, je regarde à la télévision, je regarde pas souvent la télévision, mais il y avait une interview d'un député qui était interviewé sur France 5. Il disait... Écoutez, moi, en tant que député, je vais faire passer une loi contre quelque chose de scandaleux. Vous voyez, là, j'ai acheté des produits bio, vous voyez, normalement, il n'y a rien dedans, etc. Et ben, j'ai regardé la composition, j'ai tapé sur Internet le premier mot, là, vous voyez, E330. Vous savez ce que c'est? C'est le produit le plus cancérigène. C'est l'Institut Gustave Roussy qui l'a dit. Alors, j'ai appelé le député, je lui ai dit, vous savez que c'est pas vrai, que c'est une mauvaise blague qui circule depuis avant que je sois né et après que vous soyez né, car vous êtes vieux. Et il m'a dit, ah oui, mais que c'est quand même en première page de Google, quoi. Donc bon, comment je pouvais savoir, quoi. Et puis voilà, oui, peut-être que les gens devraient avoir un peu plus d'esprit critique sur... Je lui dis, voilà, plutôt que de faire passer une loi contre le 330, faire passer une loi pour qu'il y ait un peu plus d'éducation sur ces sujets-là. Ah, il l'a jamais fait. Mais En même temps, les politiciens ne sont pas toujours les meilleures personnes pour nous conseiller sur ce qu'on devrait consommer ou pas. Entre autres, je me souviens qu'il y a
une sénatrice en Australie ou en Nouvelle-Zélande qui avait demandé le bannissement de l'oxyde de dihydrogène, si je me souviens bien. Le monoxyde de dihydrogène, exact. Est-ce que vous connaissez ça, de l'oxyde de dihydrogène? Le monoxyde de dihydrogène? Le monoxyde de dihydrogène, Ouais. c'est comme ça que vous J'ai dites fait ça? une chronique sur France 5 pour expliquer tous les dangers que ça. Tu sais que par inhalation, il y a chaque année en France des cinquantaines de morts juste parce qu'ils en ont reçu. Bien sûr, il y a des Oui. brûlures graves à cause de la forme, Exact. forme de vapeur, de forme de gaz de ce Exactement. produit-là. Ah ouais. Si on en consomme des grandes quantités, Tu peux mourir d'hyponatrémie. ça peut causer, oui, ça peut causer des débalancements au niveau des électrolytes sanguins. Il y en a partout. Hein. Il y en a même dans l'alimentation, il y en a même dans les produits surgelés, beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. Oui, Il y en a toutes exactement. les rivières de France. Absolument. C'est normal que cette dame ait voulu interdire ce truc. Si elle a entendu dire que le monoxyde de dihydrogène... Très dangereux. Alors, j'ai vérifié, toutes ces produits, ces effets sont vrais. Tous ces effets sont vrais. Totalement. Est-ce que vous savez c'est quoi du monoxyde de dihydrogène? Je vais vous le dire différemment. H2O, est-ce que vous connaissez ça, les jeunes? C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? J'avais oublié. T'as oublié. Bon, OK, parfait. Savez-vous, vous? C'est de l'eau, C'est de oui, l'eau, ouais. exact. Bravo. Mais tu vois, regarde, quand on a dit H2O, tu as dit je sais pas trop ce que c'est, mais ça m'évoque un truc. Quand tu dis monoxyde d'hydrogène, c'est quoi ce truc? Si je te dis de l'eau, tu vois très bien ce que c'est. Juste la façon dont on nomme les choses. Ouais. Et donc tu peux diffuser une information vraie. C'est vrai que si tu en prends des grandes quantités dans le nez, ça s'appelle une noyade. Si tu en as beaucoup Ouais. sous forme gazeuse, c'est une brûlure par la vapeur. Il y en a dans les rivières. Il y en a dans les rivières. Hein. De l'eau, t'es sûr? De l'eau, oui. Il y en a dans les produits surgelés, même dans les produits C'est bio, vrai. hein, vraiment, C'est je vrai. t'assure. Et donc voilà, faut pas croire. Le message, c'est qu'il y a des choses qui peuvent vous scandaliser. En regardant de plus près, des fois, c'est pas si scandaleux, quoi. Non, tout à fait. Puis un autre bon exemple de ça, c'est pour continuer avec l'exemple du jus d'orange. Je ne sais pas si c'est le cas ici en France, mais nous, au Québec, dans le jus d'orange, on va souvent trouver un ingrédient qui s'appelle du cholécalciférol. Et donc, des fois, les gens voient ça, ils sont comme « Oh mon Dieu, cholécalciférol, ça sonne, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça sonne, c'est un peu épeurant, ça sonne comme un nom chimique, hein? On veut pas consommer du cholécalciférol. » Savez-vous c'est quoi du cholécalciférol? Vitamine D, exactement. Il ajoute de la vitamine D dans le jus d'orange, en fait, dans certaines marques, pas toutes les marques. Donc, je pense que ça, c'est un truc assez... c'est quelque chose d'assez trompeur, quand même, souvent, quand on regarde les listes d'ingrédients, d'avoir peur d'un ingrédient, mais comme tu dis, E330, c'est de l'acide citrique. Peut-être qu'on ne devrait pas se méfier trop, puis cholécalciférol non plus. Ouais, entre jus de citron et produit le plus dangereux qui va décimer l'humain, tu prends une goutte, tu meurs d'un cancer instantané, ça, c'est pas la même. Exactement. Florian m'a confié quelque chose ce matin aussi que j'étais pas au courant. Apparemment qu'en France, c'est assez commun de dire aux enfants que quand on est malade, il faut boire du Coca-Cola. Quand vous avez une... Quoi? Qu'est-ce que tu dis? T'aimes pas le Coca-Cola? Moi non plus. Sans bulle. Moi, on m'a toujours dit, quand tu as une diarrhée ou un truc comme ça, c'est très bon de prendre du coca sans bulle. C'est très bien. Oui. Moi, c'est ce que j'ai entendu. Nous, on dit qu'il faut qu'il soit flat ou dégazé. Donc, c'est ça, qu'il n'y a plus de bulles dedans. Mais au Québec, c'est du 7-Up. Encore pire, je suis d'accord. Puis imagine du 7-Up qui a plus de bulles en plus dedans. C'est dégueulasse. C'est horrible. Carrément. C'est de l'eau avec du sucre dedans. beaucoup de Ouais, sucre. mais tu vois, ton truc, il marche pas. Parce que le Coca-Cola, il a été inventé par un pharmacien. Et donc, c'est un traitement qui a juste été commercialisé comme tel. C'est pour ça qu'il faut enlever les bulles et il redevient ce qu'il était avant. C'était un médicament pour lutter contre... C'est ça ce qu'on m'a toujours dit. Hein. Donc, c'est vrai, puisqu'on me l'a dit. C'est mon papa qui me l'a dit, donc c'est encore plus vrai. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Mais toi, tu as déjà fait une recherche pour savoir d'où ça venait, cette histoire-là, je pense? Bah oui, ça vient essentiellement du fait que les gens croient que c'est un pharmacien qui a fait ça, quoi. C'est encore Non, relié ouais, à ça? C'est que ça, ouais, c'est juste lié à ça. L'explication est dans Et en fait, quand tu regardes, est-ce que ça a été testé comme... En fait, les gens ont essayé de voir si ça a fonctionné. Il y a vraiment des travaux pour voir peut-être que ça a un intérêt. Et c'est pas très conseillé quand tu as une diarrhée de prendre autre chose que de l'eau, éventuellement avec... parce que les produits, les électrolytes, les ions que tu as perdus. Donc, là, un des meilleurs trucs que tu peux faire, c'est l'eau qui sert à faire le riz, tu vois. Oui, exact. L'eau du riz. Ouais. Elle contient de l'eau. C'est bien quand tu as perdu de l'eau.
il vaut mieux en reprendre. Tu t'hydrates, quoi. Ouais. Et puis, dedans, il y a pas mal de choses que tu perds quand tu es malade, quoi. Tous les oligo-éléments. Mais dans le coca, tu as du sucre et de l'eau. Donc, tout ce que tu perds, si tu le remplaces par du sucre, ça va pas forcément t'aider à te sentir mieux, quoi. Non, puis même que les breuvages très sucrés peuvent même augmenter la diarrhée. Ouais, Donc, on peut imaginer une personne qui a une gastro, prend du coca sans bulle ou ce que nous, au Québec, on appelle du 7-Up flat. Probablement que ça va soit... Ça fait peut-être le contraire de ce que c'est censé Ça va faire. peut-être empirer, finalement. C'est ça qui est quand même pas amusant. Ouais. Une question. OK, t'as mangé du riz en tant que tel, puis t'as tout vomi après, c'est ça? OK. Puis après, t'avais encore faim, c'est ça? Là, en fait, vas-y, t'as peut-être quelque chose à en dire? Non, ben en fait, c'est intéressant parce que Florian mentionne que c'est l'eau du riz et non pas le riz. Le riz, on peut en manger. Je veux dire, si t'as la gastro puis que tu manges du riz, c'est bien correct. Tu sais, c'est facile à digérer, puis il faut en manger des petites quantités, mais c'est sûr que si tu as mal au cœur, n'importe quoi que tu vas avaler, tu vas le vomir. Tu sais. Mais l'eau qui Une bonne reste quand on choucroute, fait... je pense que ça te ferait le même effet. Oui, c'est ça. Mais l'eau qui reste quand on fait cuire le riz, on sait que ça peut aider pour la diarrhée, par contre. Donc, le riz, il faut que tu le jettes dans les En tout poubelles. cas, ça va pas forcément empêcher d'avoir la diarrhée, mais ça va pas l'aggraver. Et puis, ça va permettre de remplacer l'eau que tu perds avec ta diarrhée. On parle beaucoup de caca, là, on va arrêter 2 minutes. Non, mais, ça, on change mais de par contre, sujet, tu as dit un truc que je trouve intéressant. Tu dis, ça marche pas, le riz, parce que moi, j'en ai pris, j'ai vomi, ça m'a rendu plus malade, donc je vais déconseiller le riz à tout le monde. Voilà. C'est souvent que Exact. ça marche souvent comme ça, une idée reçue. C'est quand toi, il t'est arrivé un truc. Par exemple, moi, j'avais mal au dos, tu vois. J'avais mal au dos. Et je me suis endormi avec mes chaussettes. Tu vois, hier, j'avais mal au dos, j'étais très fatigué, je me suis endormi avec les chaussettes, j'ai plus mal au dos. Donc, je vous conseille à tous, si vous avez mal au dos, de vous endormir avec vos chaussettes, vous allez voir, ça marche vachement bien. Avec mes chaussettes peut-être. Ouais. Alors c'est des chaussettes à rayures, donc en fait je conseille aux gens, c'est pas les mêmes, hein, je vous rassure, je change de chaussettes chaque jour, mais endormez-vous parce que mon expérience prouve que c'est vrai. Alors ça, tu as l'impression que je dis une grosse bêtise, mais en fait tu peux pas déduire. Moi je sais pas si ça marche ou si ça marche pas. Hein. Enfin je me doute que ça marche pas, mais en vrai je sais pas si c'est vrai ou faux. C'est pas comme ça qu'on vérifie quelque chose. Mettre un aimant sous son lit. Ma grand-mère, elle fait ça toute sa vie pour pas avoir mal au dos. Elle mettait des aimants sous son matelas. Est-ce que ça marche? Mais pourquoi pas? Ça se trouve, ça marche. Comment est-ce qu'on sait que ça marche? Comment on sait si c'est vrai? C'est la question que je me pose à chaque fois. Elle va dire, ah bah oui, je t'assure. Elle va dire oui. Et tu sais ce qui s'est passé avec ma grand-mère? À un moment, elle m'a demandé de retourner son matelas. Elle m'a dit, fais attention aux aimants qui sont dedans, il faudra que tu les remettes. Et j'ai soulevé, il n'y avait pas d'aimants, il n'y avait plus d'aimants. Elle a demandé à sa femme de ménage, et sa femme de ménage, elle a dit oui, ça fait des années que je les ai enlevés, vos trucs, je me demandais ce que c'était, ces machins-là. Donc ma grand-mère, pendant des années, elle était persuadée qu'elle avait pas mal au dos grâce aux aimants qui étaient sur son matelas, qui n'étaient plus là depuis 3 ans. Mais elle t'aurait conseillé de le faire, elle m'a conseillé de le faire. Les conseils, l'expérience que tu as vécue, tu ne peux pas déduire de ça que ça marche. Par contre, il y a des gens qui ont essayé de savoir ça, est-ce que c'est vrai de mettre des aimants. On a pris des gens, on leur a pas dit ce qu'il y avait sous leur matelas, on a mis plein de gens, on leur a mis des aimants et d'autres moins, et puis on a vu s'ils allaient mieux. On a fait ça pour plein de choses. Hein. Tu vois, sur le fait de boire du jus d'orange, on a fait une expérience, pas moi, mais plein de chercheurs ont fait une expérience, ils ont donné à des enfants un comprimé de vitamine C. La vitamine C, c'est une des vitamines qui se trouve dans le jus d'orange, notamment. Et à d'autres, on leur a donné un comprimé qui ne contient pas de vitamine C, qui a la même forme, qui n'a juste rien dedans. C'est un comprimé du talc ou de farine, enfin peu importe. Et on a dit aux enfants et à leurs parents, on vous a donné un comprimé de vitamine C, on vous a donné un comprimé qui ne contient rien. Mais en fait, il y a des gens à qui on a donné le comprimé de vitamine C, a dit qu'on leur a donné le comprimé de vitamine C. Des gens à qui on a donné le comprimé de vitamine C, à qui on leur a dit qu'on leur avait rien donné. Et on a fait le contraire. Les gens à qui on n'a rien donné, on vous a donné le comprimé de vitamine C. Et ceux à qui on n'a donné rien, il y en a aussi, on leur a dit qu'on a fait rien. Donc ça fait 4 groupes différents. Et la seule différence dans le comportement et dans la capacité à dormir, c'est ceux qui croyaient qu'ils avaient de la vitamine C. Ils ont moins bien dormi, ils étaient plus énervés que ceux que... On s'en fout de ce qu'il y a dans le produit, c'est le fait de croire qu'il y avait ça dedans qui a changé leur comportement. Pareil pour le sucre, même expérience, le sucre qu'énerve. On a fait la même expérience avec des produits sucrés ou des produits sans sucre, justement. Et l'activité des enfants dépend essentiellement de la croyance des parents dans le fait qu'il y a du sucre dans le truc. C'est drôle parce que
Tantôt, tu racontais ton histoire de mettre des chaussettes. Qu'est-ce que c'est supposé faire? Mieux dormir? Ou, Ah oui, ne plus avoir mal au dos. Plus avoir mal au dos. Bah, Parfait. c'est vrai, je Donc, l'ai vécu. Est-ce que vous avez Je peux ça? témoigner. Je peux passer sur un plateau de télé pour vous dire que c'est vrai. Avez-vous ça? Je ne sais pas si ça existe ici, cette croyance-là, mais nous, c'est très fréquent chez les gens de l'âge de mes parents de croire que quand on a le rhume ou une bronchite ou quelque chose comme ça, il faut mettre des oignons dans ses chaussettes et dormir toute la nuit avec des oignons dans ses chaussettes. Est-ce que c'est quelque chose qui existe ici, ça, cette idée-là? Comment? Oui, vas-y. Des oignons sous l'oreiller. OK. Non, mais c'est parce que dans sa famille, on dort au nord. Ah oui, c'est Si ça. son lit OK. est orienté au nord, ça change le sens du... Voilà. Donc, oui? Sans vitamine C, tu dors mal. Et comment tu sais que c'est vrai? Et si je te donnais de la vitamine C, et que je te dis pas que je t'en ai donné, est-ce que tu penses que tu dormirais bien? Faudrait le tester, parce que, En fait, ce que tu décris ici, c'est quelque chose qu'on pourrait tester. c'est une expérience qu'on Je pourrait pourrais faire. te donner un comprimé sans te dire c'est quoi, puis te dire c'est peut-être de la vitamine C ou c'est peut-être pas de la vitamine C. Tu sais pas. Puis là, tu ne saurais pas. On pourrait faire un pilulier, c'est-à-dire que je te prépare pour un mois un comprimé qui contient de la vitamine C, un comprimé qui n'en contient pas, un comprimé qui n'en contient pas. Et je te dis pas, moi j'ai la liste, et après on compare avec les nuits où tu as bien dormi ou les nuits où tu as mal dormi. Puis comme ça on verra, peut-être que effectivement, c'est peut-être que tu as tout à fait raison, que toutes les nuits où tu auras pris de la vitamine C, tu dormiras. On aura un truc, alors il faudra vérifier sur d'autres enfants, ça se trouve ça marche que sur toi, mais on pourrait reproduire. Mais c'est le genre d'expérience qu'on fait, et en fait on voit que ça n'a pas de différence. Oui. C'est ce qu'on appelle en fait une étude scientifique. Quand on entend dire on a fait une étude sur telle chose, souvent c'est ça qu'on fait. On donne des comprimés à des gens sans leur dire c'est quoi. Il y en a qu'on leur a donné le vrai comprimé, il y en a qui n'ont pas eu le vrai comprimé. Puis ensuite, c'est ça que les chercheurs font pour savoir si des choses fonctionnent ou ne savent pas. Parce que quand on le fait pour nous, on a tout le temps l'impression que ça marche. Comme l'histoire des, je sais pas, le coca ou les oignons dans les chaussettes, ou etc. C'est sûr qu'on a l'impression que ça fonctionne. Un bon exemple auquel je pense, c'est, est-ce que vous avez ça ici, la mouche de moutarde ou le cataplasme de moutarde? Ma grand-mère a ça. Oui, un peu. Donc, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de prendre de la moutarde forte, type moutarde de Dijon, et on s'en enduit ici sur la poitrine, comme ça. Hein? Et là, on vient mettre par-dessus un pansement, et là, on passe la nuit avec ça. Et là, supposément que la moutarde va pénétrer dans les bronches, n'est-ce pas? Et aller nettoyer les bronches, et éventuellement, vous allez être guéri. Et, fait intéressant, essayez-le, parce que moi, je l'ai déjà essayé. Et on ressent quelque chose de très, très fort. Là. On peut sentir la moutarde pénétrer dans nos bronches. Ça brûle, en fait, vraiment fort. Et le lendemain matin, c'est comme tout rouge. Donc ça, c'est la preuve que ça a pénétré dans mes bronches, vrai? Les bronches, c'est comme ce qu'il y a... Tu as tes poumons ici, là. Les poumons, c'est par là qu'on respire. Les bronches, c'est ce qu'il y a juste au-dessus des poumons, comme ça. Là. OK? Puis après, ça s'en va comme ça, puis ça s'en va dans ton visage. Donc, vous voyez souvent l'effet que il y a beaucoup de produits comme ça où les gens vont ressentir un effet et puis là, ont l'impression que ça marche à cause de ça. Mais la moutarde, c'est un bon exemple. La moutarde, c'est absolument impossible que ça pénètre à l'intérieur du corps. Là. Tout ce que ça fait, c'est que ça crée des brûlures au premier degré. Mais encore là, on a l'impression que ça... Ça a eu un effet. Hein. Ah, c'est pas l'effet que tu voulais, mais ça a eu un effet. Oui. C'est du quoi? Qu'est-ce qu'on met? Ah, OK, c'est inclus comme conseil? Mais la question, c'est est-ce que le froid pénètre vraiment? Et en fait, est-ce que c'est efficace? Parce que ça se trouve, c'est efficace pour d'autres raisons. Mais la question qu'il faut toujours se poser, c'est pas tant. Avant de se demander pourquoi ça marche, parce qu'il y en a qui vont dire c'est parce que ça a un effet sur les énergies de notre corps, que ça a un effet pour faire chasser le froid de notre corps. Mais avant même de se demander, est-ce que ça peut vraiment chasser le froid? Est-ce que le froid peut rentrer? Est-ce que la température est plus basse à l'intérieur? Est-ce que c'est un autre mot? La question, c'est juste est-ce que ça marche? Et souvent, avant de mener des grandes études, pour essayer de comprendre pourquoi ça marche, il faut essayer de se demander comment ça marche. Est-ce que ça marche? Vous voyez, je suis tellement clair que vous avez réussi à corriger ce que j'ai dit. Mais il y a pas mal d'exemples comme ça. Moi, au volet de pharmacopée chinoise ou de médecine traditionnelle, on pourrait se dire,
tout le monde sait bien que, ou ma grand-mère m'a dit, ou ma cousine m'a dit, ma sœur m'a dit, que pour tel problème, elle va voir son acupuncteur et elle va mieux après. Est-ce qu'on peut être sûr qu'elle va mieux grâce à l'action de son acupuncteur, ou est-ce qu'elle serait allée mieux si on l'avait piqué ailleurs que l'acupuncteur a fait, ou si on avait fait semblant de piquer avec des aiguilles qui se seraient est-ce qu'il y aurait eu le même effet? Le truc, c'est que ce qui est vachement intéressant, c'est que ça a été étudié. Il y a plein de choses comme ça. On nous dit, moi je pense que ça marche sur moi, mais faudrait vérifier. Mais en attendant de vérifier, je pense que ça marche, quoi. Et souvent, ça a été déjà vérifié. Et c'est ça qui est intéressant. Parce que moi, j'y crois qu'elle va mieux. J'ai aucune difficulté à croire qu'elle va mieux. Je sais pas si c'est à cause du traitement qu'elle a reçu, par contre. Ouais. Mais elle va mieux. Et donc, quand on enquête sur les idées reçues, souvent on parle de choses qui n'ont pas l'air forcément fausses. Mais la question, c'est comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Comment est-ce que la personne qui a mis cette information sur le marché des idées a fait pour être sûr avant de le balancer? Moi, par exemple, j'aime à dire un truc que vous pouvez faire chez vous. Si vous avez des problèmes de peau, vous pouvez mettre de la confiture de Mirabelle sur votre visage. Vous allez voir, ça va guérir vos problèmes de peau. Et voilà, je viens de balancer cette information sur le marché de l'information. Elle peut circuler librement. Et alors en plus, je peux vous dire un truc, c'est que je suis déjà passé à la télévision et je connais très bien Olivier Bernard qui est pharmacien. Donc voilà, j'ai plein de bonnes raisons de me croire, quoi. Et si vous me demandez comment je sais ça, et comment c'est quoi l'énergie que j'ai mis en œuvre pour vérifier ça avant de le mettre de le balancer, c'est que je me suis aperçu que Mirabelle, si on mélange les lettres, ça fait embellira. Donc forcément, la Mirabelle doit embellir. Je suis anagrammologue et je peux te dire, je suis sûr que ça marche. C'est ça, moi, l'énergie que j'ai mis pour prouver que j'avais raison, vous voyez. Moi, si j'avais à vous de vous dire si c'est suffisant, vous voyez. Moi, si j'avais de la confiture dans le visage, je me sentirais tellement stupide que je penserais plus à mon mal de dos, en fait. Donc, je pense que c'était pour rendre beau, mais peut-être que ça a aussi un effet sur le mal de dos. C'est un pharmacien qui l'a dit, vous voyez, ça. On a deux questions. Une question, une, deux, trois. Il y a plein de questions. Go. Je vais répéter, hein. Oui, vas-y. Ou alors, attends, regarde. Hop, on va faire mieux. Ah oui, on va y passer le micro, hein. Pour être sûr que ça marche, une expérience, faut tester sur plein de personnes. Oui. Oui. Mais t'as tout compris. C'est l'une des choses importantes à faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur son expérience. Là, si je fais que sur lui, peut-être que ça marche que sur lui, parce que ça ne marche que sur les enfants qui portent des pulls gris, par exemple, et qu'on ne le sait pas. Et peut-être que ça marche que sur les gens qui ont une certaine génétique, ça marche que sur les garçons. C'est ça. Et peut-être que par hasard, vraiment par pure chance, on va tomber plutôt les nuits où il prend la vitamine C. Là, on va plutôt tomber sur les nuits où il dort bien. Si ça se trouve, par hasard, j'ai mis les comprimés de vitamine C les soirs où il se couche plus tôt, tu vois. Donc, si je teste que sur lui, je pourrais pas. Mais si je fais ça avec toute la salle et qu'on a grosso modo les mêmes résultats avec tout le monde, là, on va pouvoir déduire. C'est bien de répéter. Une expérience que tu fais qu'une seule fois, tu peux pas savoir si t'as pas trouvé un résultat par chance. Oui, puis ça, c'est un message qui, à mon avis, n'est pas assez véhiculé d'ailleurs dans la société en général. C'est que ce qu'on découvre avec des études scientifiques n'empêche pas l'expérience individuelle. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens me demandent, par exemple, est-ce que la vitamine C, ça guérit le rhume? Et je dis, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus qui démontrent que non. Mais la personne dit, mais pour moi, ça fonctionne. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible que ça fonctionne, parce que les études ne s'intéressent pas à est-ce que ça fonctionne pour telle personne ou telle personne, mais plutôt, si j'en donne à 1 million de personnes, est-ce que ça va fonctionner en moyenne? La réponse, c'est non. Mais après, c'est sûr qu'une anecdote a toujours de la valeur pour la personne qui l'a vécu après. Donc ça, je pense que c'est important de le mentionner quand même, parce que souvent, c'est ce qui fait que les gens n'ont pas confiance aux études. Ils ont l'impression que ça ne représente pas leur contexte à eux, mais je veux dire, c'est correct. Une étude, ça sert à donner des conseils. Moi, comme pharmacien, on me demande, est-ce que la vitamine C fonctionne pour le rhume? Selon les études, non. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, en fait, on n'a aucune raison de le croire. En fait, on a essayé de le vérifier par les meilleures méthodes qu'on avait. Et on ne voit pas de différence quand on prend beaucoup de gens pour essayer justement de détecter des petits effets qu'on essaie même en regardant dans des sous-groupes, parce que ça marche plutôt sur les personnes. On détecte rien, donc peut-être que ce que vous ressentez, peut-être que l'effet que vous avez perçu, il y a de grandes chances qu'il soit. C'est comme on a fait le test pour les personnes âgées qui disent quand la météo change, ou surtout quand il va faire mauvais, j'ai du rhumatisme. J'ai des douleurs dans les articulations. Absolument. Ça, j'étais persuadé que c'était vrai. Et j'ai essayé de voir c'est quoi la littérature. Qu'est-ce qu'on a fait comme expérience? On a fait plein d'expériences, trop cool, dessus. On a mis des gens dans des
dans des pièces où on pouvait augmenter la pression, la température, pour recréer des conditions atmosphériques, pour voir si ça changeait quelque chose chez eux. On a fait des tests beaucoup plus malins. On a pris des gens qui étaient soignés pour des douleurs articulaires. Et après, on a repris toute la liste des douleurs qu'ils avaient depuis, qu'ils notent sur des carnets. Aujourd'hui, j'ai plutôt mal, machin. Et on a comparé avec la météo de leur région. Voilà, ils ne savaient même pas que c'était une étude sur la météo. Après, on a fait un truc, on a essayé de voir si on l'a demandé aux gens avant de faire l'étude, est-ce que vous pensez que la météo a un effet sur vos... Eh bien, sur 90% des gens, la seule différence qu'on a pu identifier, c'est que quand il fait mauvais, les gens restent plus chez eux, ils restent plus souvent assis, ils restent plus souvent immobiles. Donc, le fait de moins mobiliser les articulations font qu'on a plus mal. Et le changement de pression ne fait rien du tout. Typiquement, si vous prenez l'ascenseur pour monter 5 étages, vous avez plus de changement de pression en quelques secondes que ce qui va arriver en 3 ou 4 heures avant un orage, quoi, en termes de changement de pression, juste en changeant d'altitude. On n'a pas trouvé de paramètre, mais il y a 10% des personnes pour lesquelles on se dit cette sous-catégorie de personnes qui est très particulière, il y a des critères sur ce pad où on ne sait pas encore. Pour les 90% des gens qui ont vous, moi, les gens de mon âge, beaucoup de personnes âgées qui ont certaines caractéristiques, on sait qu'il n'y a pas de lien, enfin, on ne voit rien du tout. Ils sont incapables de vous prédire le futur, sauf s'ils regardent la météo, évidemment. Mais enfin, ils se trompent autant que la météo, quoi. Parce qu'il y a aussi cette question, c'est-à-dire que si on est en hiver, les chances qu'il fasse mauvais demain, elles sont plus grandes qu'en été. Donc si vous dites en hiver, plus d'une fois sur 2 qu'il va faire mauvais, c'est facile, il faut juste comparer avec quelqu'un qui n'a pas de super pouvoir ou prétend pas avoir les super pouvoirs du rhumatisme est capable de faire. Et donc les personnes qui ont des rhumatismes ne sont pas des meilleurs prédicteurs de la météo que les gens qui n'ont pas de rhumatisme. Si c'était vrai aussi, une personne qui habite dans le désert n'aurait jamais de problème de rhumatisme ou quelqu'un qui habite sur l'équateur n'aurait jamais de changement de température. Mais en France, ça marche bien, c'est un gros commerce des cures thermales. Oui. Il y a un gros business, ça permet aux gens d'un certain âge d'avoir des vacances gratuites aux frais de la sécurité sociale. Donc c'est pas mal. C'est pour ça c'est une croyance qu'on n'a pas trop de mal à véhiculer sur les plateaux télé aussi. Ça. Il y avait d'autres questions ou est-ce qu'ils sont... je vais donner priorité aux jeunes, je m'excuse, mais c'est un événement pour les jeunes publics. Go! C'est peut-être ça l'explication. Pour ceux qui n'ont pas entendu, pardon. il dit à propos des aimants, parce qu'il est bien fasciné par les aimants, lui, en tant que tel, dans le lit. Et il t'a compris le principe. Il a dit essentiellement, peut-être que, étant donné, parce que l'idée, c'est qu'elle mettait des aimants en dessous de son lit. Ouais, pour ensuite, elle continuait à croire que c'était efficace, même si les aimants avaient été enlevés. Puis lui, il a dit, c'est parce que son cerveau a continué à croire que les aimants étaient là. Mais c'est peut-être pas ça qui s'est passé. C'est possible que ça soit ça. Peut-être que son cerveau, la croyance en ça a fait que ça a sécrété quelque chose qui soulageait. Ça, c'est une hypothèse. Mais l'autre hypothèse, c'est que ma grand-mère, globalement, elle n'a pas trop mal au dos, en fait. C'est-à-dire que, même si ça se trouve, elle n'a jamais eu de problème de dos, mais elle a toujours été persuadée que c'est les aimants qui lui empêchaient d'avoir des problèmes de dos, alors juste qu'elle avait une super musculature. Elle fait beaucoup de natation dans sa jeunesse. Peut-être que ça. Donc en fait, je ne sais pas si c'est un truc chimique dans son cerveau qui fait un effet incroyable, le pouvoir de l'esprit sur le corps, ou que c'est juste qu'elle avait pas mal au dos. Ça, tu vois, juste cette anecdote ne permet pas de trancher. Mais on pourrait imaginer des expériences pour trancher entre des gens à qui on dit que ça marche ou à qui on dit que ça a un effet. Est-ce que du jour au lendemain, si je lui dis que j'ai enlevé les aimants, elle avait plus mal au dos? En fait, ce qui est passé, depuis qu'elle sait qu'il n'y avait pas d'aimants, elle est morte depuis le temps, ça arrivait il y a un certain temps, mais c'est parce qu'elle a enlevé les aimants qu'elle est morte. C'est sûr. Non, mais c'est pas vrai. Mais ça n'a rien changé à ses douleurs de dos. En fait, elle n'a jamais eu de problème de dos, ma grand-mère. Ou peut-être que son mal de dos, c'est amélioré de lui-même avec le temps. Puis ça, c'est quelque chose qu'on voit qui est un phénomène très, très présent, en fait, dans la plupart des anecdotes. C'est un phénomène, je vous donne le nom, le nom n'est pas important, ça s'appelle le phénomène de la régression vers la moyenne. Ce que ça veut dire, c'est que la plupart des problèmes de santé fluctuent dans le temps. Des fois, c'est pire, des fois, c'est un peu mieux, des fois, c'est pire, puis ça évolue comme ça. Et en général, c'est quand est-ce qu'on se traite ou c'est quand est-ce qu'on fait une intervention, c'est quand c'est au pire. Meilleur exemple, vous avez un gros rhume. Puis moi, il y a des gens qui viennent me voir à la pharmacie là, qui me disent « Hey, là j'avais un gros rhume là, depuis 3-4 jours et là, j'ai pris un produit homéopathique ou un casse-grippe ou quelque chose comme ça, là, OK? Et là, je te jure, 2-3 jours plus tard, c'était fini. » Je suis comme « Ouais, un rhume, ça dure combien de temps? » 7 jours. À peu près une semaine.
Mal de tête, même chose. Quand on a mal à la tête, on prend un cachet. C'est un cachet qu'on dit, c'est ça, un comprimé? On prend un cachet quand on a vraiment mal à la tête. Mais le mal de tête, éventuellement, il va finir par s'en aller. Donc ensuite, est-ce que c'est vraiment que notre mal de tête a été guéri par le cachet ou il serait parti éventuellement tout seul? Puis la réponse à ça est souvent impossible à déterminer. Et c'est pour ça que dans les études scientifiques qu'on fait, on essaie d'amoindrir ces effets-là finalement, parce que dans la vie de tous les jours, c'est souvent impossible de savoir est-ce que c'est le traitement que j'ai utilisé ou est-ce que c'est juste l'évolution naturelle de mon problème. Et la conclusion, c'est que pour le rhume, pour le traitement dont tu parles, quand on le prend pas, ça dure 1 semaine, et quand on le prend, ça dure 7 jours. Oui, c'est ça, exact. Exact. Oui. Rien à voir avec les aimants. Good, tant mieux parce que j'étais tanné des aimants. Vas-y. Le bébé se développe dans le liquide amniotique, oui. Oh, Alors, c'est quand même vraiment intéressant. C'est une super bonne question. Donc, la question, je vais juste répéter. Vas-y. Donc, un bébé, évidemment, quand c'est dans le ventre de sa mère, c'est dans du liquide, le liquide amniotique, à l'intérieur du placenta. Et là, la question, c'est, admettons que le bébé, on accouchait directement dans l'eau. Donc, il pourrait vivre dans l'eau. On s'entend? Alors, si on fait l'expérience, il y a quand même le risque de tuer un bébé, de faire l'expérience scientifique. Donc, c'est pas... Comment est-ce qu'on pourrait tester ça, en fait? Comment est-ce qu'on pourrait tester ça? Non, sans blague, comment est-ce qu'on pourrait le tester? Admettons que moi, je suis un chercheur, OK? Et je veux faire une étude pour voir est-ce qu'un bébé qui accoucherait dans l'eau pourrait continuer à respirer dans l'eau? Comment est-ce qu'on pourrait faire une étude? Un singe? Non, oublie les singes, là. Va pas là, faire de la cruauté animale. Là. On va utiliser des humains, étant donné que c'est ton idée d'étude. Non, mais en vrai, c'est pas... Souvent, les études, on les fait sur les animaux quand on n'est pas sûr et on teste déjà. Malheureusement. C'est triste, mais... Moi je veux qu'on teste sur les humains cette idée-là. Là. OK? Donc, comment est-ce qu'on fait? Non, mais as-tu une idée? Oui, mais si le bébé, il coule et si le bébé, il meurt, t'as envie de prendre ce risque? Donc, on accouche certains bébés, on fait accoucher certains bébés dans l'eau et d'autres non, c'est ça? Et puis, on compare. OK. Puis là, ton bébé, est-ce qu'il reste dans l'eau longtemps après ça? Ou Fait qu'autrement dit, la femme accouche et là, elle laisse le bébé dans la baignoire un bout de temps puis elle va se faire un café ou... C'est ça le principe? OK, c'est un peu particulier. Mon Dieu, lui, là, j'ai jamais vu quelqu'un qui a envie de commenter sur cette histoire-là de bébé qui accouche dans l'eau, donc je vais lui donner la parole. Ce qui va se passer, c'est que le bébé, comme il est inconscient à la naissance, il va rester dans l'eau et il faudra le prendre parce que sinon, s'il est conscient et qu'il est dans l'eau, il va mourir, il va se noyer. Ça reste pas dans l'eau. Un bébé, ça reste pas dans l'eau, c'est ça, si je résume. C'est pas un poisson. Moi, je vais te poser une question. Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans le liquide amniotique? Est-ce que c'est juste de l'eau? Il y a de l'oxygène dedans? Est-ce que tu es sûr de ça? Pas forcément. Pas forcément. OK. T'es sûr pour les oiseaux? Est-ce que tu es sûr de ça? Comment tu sais ça? Et comment le soigneur, tu penses qu'il sait ça? Est-ce que tous les soigneurs qui voient cette émission, ils auraient la même opinion, selon toi? Est-ce que si tu as 10 soigneurs qui regardent cette vidéo, ils font « Ah oui, il a bien résumé ». Moi, je sais pas. Hein. Vraiment, je sais pas. Non, moi non plus, je sais pas, honnêtement. Je sais pas. Mais moi, à la télévision, je vois souvent des médecins parler de choses et de dire des choses pour lesquelles tous les autres médecins disent « Mais comment est-ce qu'il a pu dire ça, quoi ?» Mais non, c'est impossible. C'est un médecin. Un médecin peut jamais se tromper. Ça, c'est une idée reçue, ça.
Ça, c'est une idée reçue que quand on parle à la télévision et qu'on est spécialiste, j'ai écrit spécialiste, je mets une blouse blanche, je suis encore plus spécialiste. Je suis docteur, donc je me trompe forcément jamais. Bah voilà, pas forcément. Donc moi, quand quelqu'un à la télévision dit « Si, je vous jure, c'est vrai, je l'ai lu dans un bouquin, mais j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a dans le bouquin, quoi. » Et donc, en fait, le fait qu'il y ait une vidéo sur Internet d'un type qui dit... Parce que ça se trouve, moi, je peux te trouver la vidéo sur Internet sur dit l'oisillon, il est mort parce que c'est un fantôme qui est venu, le fantôme du monde des oiseaux qui est venu l'attaquer. Mais peut-être que tu as raison, peut-être qu'il a tout. Il y a plus de chances qu'un soigneur dise pas de bêtises que si c'est un plombier qui fait la vidéo, tu vois. C'est vrai. Il a vu l'air. Il a vu l'air. Il a regardé puis il a fait « Oh, regarde, il y a de l'air. » C'est ça? C'est une bonne, non, mais c'est une bonne question. Puis honnêtement, mais non, mais en fait, on dit pas que c'est faux. Je connais pas les oisillons assez pour savoir si c'est vrai ou faux. Moi-même, je saurais pas le dire, honnêtement. Et c'est ça, en fait, qui est important, c'est que toi, tu nous dis un truc. En fait, nous, ça nous dit tiens, mais peut-être que c'est vrai, quoi. Et donc nous, ça nous intéresse. Peut-être que tu as tout à fait raison. Et le truc, c'est que la plupart des gens, quand tu leur dis quelque chose, soit ils disent ah, ça doit être vrai. La plupart des gens disent oh, non, ça doit être faux. Et puis ils partent avec cette idée qu'ils ont reçue. Ils en font rien. T'aurais pas dû dire ça. Non, mais est-ce que toi, tu dis que dans le ventre, on commence à respirer de l'air à partir du 8e ou du 9e mois? Tu as beaucoup de connaissances sur le développement fœtal. Surprenamment, je suis quand même surpris, honnêtement. Plus que la moyenne des gens de ton âge, je dirais, en général. Ouais, mais la question, c'est est-ce que la personne qui te fait sa vidéo et qui te dit ça, est-ce que le YouTuber ou le machin qui vulgarise la présence de l'air, il a vérifié avant? Moi, il y a plein de gens... Ouais, mais si tu regardes 1000 fois un truc qui n'est pas tout à fait vrai, ça ne deviendra pas plus vrai. Et c'est ça qu'on veut dire, c'est qu'il y a plein de trucs... C'est pas parce qu'il y a des gens qui le disent avec aplomb, disant moi je sais que c'est vrai, d'ailleurs j'ai fait un super schéma avec une super vidéo, que c'est forcément vrai. Et moi il y a plein de trucs, je te dis, j'ai même écrit des articles en me posant même pas la question sur le sujet, quoi. Parce que évidemment que des médecins m'avaient dit que c'était vrai. Et puis en essayant de voir mais comment est-ce qu'ils savent que c'est vrai, je me suis aperçu qu'ils se plantaient. Absolument. Absolument. Soit ils ont fait des études, soit ils mentent. Soit ils se sont trompés, soit ils ont mal compris un truc. Moi, je me suis intéressé sur les médecins, quelles sont leurs connaissances du cœur, de la façon dont fonctionne le cœur. Il y a, à la fin de ta première année de médecine, on te fait un questionnaire, voilà, et tu as plein de questions à répondre sur comment fonctionne le cœur, le nombre de ventricules, la quantité de sang, etc. Quand tu as fini ta première année, tu as tout bon. Si tu refais les mêmes questions 5 ans plus tard, ils ont... Ah ouais, non, ils ont que 40% de bonnes réponses. C'est-à-dire qu'ils ont tellement d'informations à apprendre qu'ils oublient des trucs de base en 5 ans d'études. Et donc, un médecin qui passe sur un plateau, il va dire ouais, mais je me souviens très bien que le cœur fonctionne comme ça. Il peut dire des bêtises, quoi. Et donc, c'est intéressant de savoir est-ce que ce qu'il dit, enfin, tu me dis, il a fait des études, mais celui qui lui a appris ça, comment il sait ce qui lui a appris ça? Il y a bien un moment où il. Bah oui, et celui qui lui a appris avant, comment il sait? Ah, ben voilà, c'est de question. Mais là, on remonte jusqu'à où, comme ça, là? Jusqu'à la nuit des temps, oui, c'est ça. Mais non, c'était crédible, les gens, dans ce temps-là, à la nuit des temps, hein? Albert Einstein, il a dit. Albert Einstein, une autre affaire, maintenant. Mais en fait, la réponse, c'est que souvent, au début, il y a effectivement quelqu'un qui a eu une idée, une hypothèse. Il a dit ça doit être vrai. Et il y a 2 types de personnes, en gros. Il y a ceux qui disent « Je crois que c'est vrai, donc je veux dire à tout le monde que c'est vrai. Et il y a des gens qui disent « Je crois que c'est vrai, mais je vais vérifier avant de le dire. Et dans ces gens-là, il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui font beaucoup d'efforts pour essayer d'être sûrs qu'ils ne vont pas dire de bêtises avant de le dire. Et des gens qui vont essayer de vérifier si ça a l'air d'être vrai globalement. Ils font je vais vérifier 5 minutes, ça va, quoi. Ouais. Puis...
Pas forcément. Mais des fois... Mais tu viens d'illustrer une des plus grandes difficultés, en fait, dans notre domaine à nous, qui est la science, la santé, c'est que des fois, on peut avoir l'impression que rien n'est vrai. Mais c'est pas le cas, en fait. Puis ça, c'est quand même important de le dire parce que il y a beaucoup de gens en ce moment, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, qui ont l'impression qu'il n'y a plus de vérité finalement, parce qu'on a l'impression que il y a toujours une étude qui va en contredire une autre, il y a toujours un expert qui va en contredire un autre. Puis je pense que la raison pour ça, une des raisons en tout cas du moins, c'est parce que justement, à quoi est-ce qu'on est exposé? On est exposé à soit un expert dans les médias qui dit une chose ou encore un journal qui nous parle d'une étude qui a dit telle chose, une vidéo YouTube qui nous dit il y a eu une étude qui a démontré telle chose, alors que Florian puis moi, on passe notre vie à vérifier des choses qui sont dites comme ça dans les médias ou ailleurs. Puis la réalité, c'est que un expert qui dit une chose ou une étude qui dit une chose, mais malheureusement, ça n'a pas vraiment une grande valeur. Bah, il faut que souvent qu'on leur donne de l'argent pour étudier ça. Les chercheurs à qui, si moi je vais dire j'ai envie de vérifier, de faire une expérience sur les aimants pour voir moi j'aime bien l'expérience des aimants. De dos de la grand-mère, il me faut, ça prend quand même, il faut que je recrute des personnes, il faut que c'est un protocole qui est pas si facile, il faut que j'aille il faut de l'argent pour ça et il faut. Moi, t'as quelqu'un qui a une idée, qui a envie de la tester. Et si d'autres gens que lui ont envie de la tester, bah, petit à petit on peut Tu viens de résumer le capitalisme en passant, là. Je veux juste te le dire. Là. Ouais, il faut commencer. Je pense que si quelqu'un veut fabriquer une fusée alors qu'il n'y a rien, il va fabriquer les petits éléments, les petites étapes qui vont petit à petit déjà fabriquer un truc qui roule pour aller plus vite et puis pour aller de plus en plus vite pour commencer à décoller. Tu prends un tronc d'arbre, tu le coupes, tu vois, et ça roule, c'est cool. Ça peut commencer comme ça, tu vois. Bah, ce que tu peux attendre aussi qu'il y ait un orage et qu'il y ait un tronc d'arbre qui soit tombé tout seul. Ouais, mais s'il n'y a pas d'orage, je pense que ça. Qui est le parent de cet enfant-là exactement? Climatique. Vous lui avez... Non, mais sérieusement, là, il y a quelqu'un qui lui a inculqué un esprit d'une curiosité sans fin. Puis ça, je pense que c'est une belle qualité. On peut tous s'entendre là-dessus. Là. Comment? T'as tout appris tout seul? Bon. Hey, je sais qu'il y avait 2-3 autres questions. Fait que on peut peut-être les prendre. Il reste à peu près 10 minutes de toute façon. Donc, rapidement, toi, puis toi, puis toi après. Donc, si vous appelez toi, c'est à vous de parler. Ah ouais, enfin, idée reçue farfelue qui s'avérait être... Qu'est-ce que tu entends par farfelu? Alors, je réfléchis. Alors, un truc qui, à première vue, semblait complètement... C'est justement une idée reçue. Alors, je vais te donner un exemple. Je vais te donner 2 exemples. Il y a une idée reçue qui n'est pas forcément farfelue, mais tout le monde disait que c'était peut-être vrai. Il y avait le fait qu'il y a ma grand-mère me le disait aussi, qu'il y avait eu des plantes qui évitaient d'être trop malheureux, genre d'antidépresseurs naturels. Et elle me disait, voilà, il y a telle plante, le millepertuis qui est bon pour ça. Et voilà, elle disait, elle connaissait plein de plantes, elle savait que l'arnica, c'est bon contre les bobos. Et dans la liste de ces trucs, justement, le millepertuis, effectivement, est efficace. Donc, tu vois, dans la liste des trucs qu'elle a dit où tous les trucs étaient faux, il y avait un truc vrai, tu vois, et voilà. Le truc, c'est que si tu en prends du millepertuis, ça ne guérit que ça ne peut traiter avec une certaine dose de produits actifs dans la plante que les dépressions légères, enfin modérées, légères. Mais au-delà, ça n'a pas d'effet. Et si tu as d'autres troubles mentaux, genre la schizophrénie, ça aggrave ta schizophrénie. Mais donc voilà, dans le tas de ce qu'elle dit, mais dans les trucs qui semblaient complètement débiles à un moment, le moment où les gens l'ont balancé, il y a le fait qu'il y a des gens qui ont dit qu'il y a des bactéries qui survivent dans l'estomac et c'est probablement ça qui donne l'ulcère, tu vois. Ben, j'étais en train de penser à ça, exactement. C'est la télépathie, c'est pour ça. Non, mais c'est un super bon exemple parce que avant la conception, avant les gens pensaient que les ulcères d'estomac étaient causés par le stress.
Et ça plaisait à l'esprit, cette idée-là, parce que quand on est stressé, en général, on va avoir une plus grande production d'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. Ça peut donner des brûlements ou des brûlures d'estomac. Donc, ça plaisait à l'esprit. La première fois où ça a été proposé, l'idée que c'était une bactérie qui causait ces ulcères-là, qui s'appelle Helicobacter pylori, c'est clair que dans la communauté scientifique, là, les gens devaient rire du premier chercheur ou de la première chercheuse qui a proposé ça. Mais comment t'as osé proposer ça, quoi? Une bactérie qui survit de l'estomac. Et ils ont dit, c'est quoi? Comment vous avez vérifié ça? Il dit, on a pris des estomacs de gens qui étaient morts, normalement, ouais, et qui avaient un ulcère, et on a vu qu'en plus on a retrouvé des bactéries. Tu dis, mais t'as pas pensé que t'as dû contaminer ton truc avec ton scalpel pourri là? Ouais. Ce n'est pas possible. On leur a clairement dit dans leur labo. Franchement, si c'est vrai, tu vas finir avec le prix Nobel. Hein. Genre là, t'as découvert. Ouh, non mais, allez, vas-y. Ouais. Continue à fumer ta drogue. Trouve-moi des. Et donc, ils ont dit, quand même, nous, on pense qu'on avait bien désaffecté nos produits. On va vérifier. Ils ont vérifié pas mal. Et ils ont fini avec le prix Nobel, quoi. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la momie Otzi. Otzi, c'est une momie qui a été retrouvée, qui date de, je pense, 4500 ans. Elle a été retrouvée dans les Alpes françaises. C'était un homme, chasseur-cueilleur, donc qui est mort, puis qui a été un peu congelé, préservé dans la glace, puis tout ça, un peu comme dans les films, là. Et puis, depuis 25 ans, ils font des tests sur cette momie-là pour trouver toutes sortes de choses, puis ils découvrent. À chaque 5 ans, là, il sort une publication avec quelque chose de vraiment intéressant. Et chez Otzi, on a trouvé la bactérie Helicobacter pylori. Donc, Otzi avait la bactérie qui cause les ulcères d'estomac il y a 4500 ans. Il était peut-être stressé aussi, ça, l'histoire le dit pas. Et dans les trucs qui ont été balancés avant d'être... tu vois, les 5 fruits et légumes par jour, c'est bon pour la santé. J'essaie de voir depuis quand on sait que... Depuis quand il y a cette préconisation, depuis qu'on dit qu'il faut le faire, et depuis quand on sait que c'est vrai. Alors, c'est vrai que c'est très bon pour la santé d'avoir 5 fruits et légumes par jour. Alors, 5 fruits et légumes, souvent quand on l'entend, on se dit... Alors, si je prends 5 melons et 5 pastèques... Alors, attends, ça va faire beaucoup. En fait, c'est des portions de fruits. Portion de 20 grammes, je ne vais pas vous dire de bêtises, ça serait de mémoire, mais c'est des portions, on n'est pas obligé de manger les pastèques entières. En fait, l'information a commencé à circuler avant qu'on vérifie que c'était un bon dosage. Et effectivement, ça a aperçu après plein d'études que, franchement, on atteint, en termes de bénéfices, chaque portion de fruits qu'on consomme chaque jour fait vraiment augmenter plein de choses en bénéfice. Et après, ça continue à augmenter, mais ça stagne un peu. C'est comme les 10 000 pas par jour. Il faut marcher 10 000 pas par jour, etc. En fait, le mec qui a balancé, c'est une société qui vendait des podomètres, un truc pour compter le nombre de pas. Et le compteur allait jusqu'à 10 000. Donc les gens pensaient que c'était un objectif. Et en plus, c'est un produit chinois et japonais, pardon, rien à voir. Un produit japonais et le nom c'est man poke. Et le mot 10 000, c'est ban. C'est un mot extrêmement important. C'est très symbolique. Le fameux banzai, c'est le même mot, ban. Ça veut dire 10 000 ans, 10 000 ans de vie. Tu dis ça pour l'empereur. Banzai, c'est 10 000 ans de vie pour l'empereur. Symboliquement, c'est vraiment un petit mot pour un chiffre. Voilà. Et donc, ce symbole-là, tout le monde a dit il faut faire 10 000 pas par jour, c'est l'objectif, quoi. J'ai appelé le chercheur qui était cité comme le mec qui a fait cette découverte. Il a dit moi j'ai fait l'étude après que le produit soit sorti. Donc on me cite toujours comme le gars qui a fait la découverte, qui a fait qu'on a créé le podomètre. C'est le contraire qui s'est passé. Deuxième truc, il m'a dit on m'avait jamais demandé si l'étude je l'avais fait avant ou après. Vous êtes le premier à me poser la question. C'était en 64. Hein. Et dernier truc, je lui ai fait mais en fait qu'est-ce qui se passe si je fais 1999 Il dit non, en fait, la chose qu'on devrait dire, c'est plus tu marches, mieux c'est, quoi. 5000, c'est mieux que 4000, mais c'est moins bien que 6000, quoi. 10 000, c'est pas mal. Puis si t'en fais 11 000, c'est mieux. 9 000, c'est moins bien, mais c'est cool, quoi. C'est ça le vrai message. Et quand tu dis aux gens 10 000 pas par jour pour être en bonne santé, ils disent non, mais c'est énorme. C'est bon, je veux pas faire ça. Aujourd'hui, je veux pas marcher 10 000 pas, je reste chez moi. En fait, ça peut même décourager, tu vois. Tu dis, mais 10 000 par jour, mais c'est infaisable. Tu dis, marchez le plus que vous pouvez, ça sera toujours mieux que rien. Là, les gens, ils vont dire, j'ai fait 4 000 pas par jour, c'est mieux que si j'en avais fait 3 000. Ça peut même motiver à en faire 5 000, vu que chaque pas supplémentaire, c'est bon pour la santé. Et tu vois comment un message, une idée, tu vois, là, 10 000 pas par jour, 10 000 pas par jour. Il faut boire 2 litres d'eau par jour, 2 litres d'eau par jour. Ça, c'est les industriels de l'eau minérale qui diffusent cette info. 2 litres d'eau par jour. D'ailleurs, d'eau minérale par jour. Dans les pays, d'ailleurs, dans les pays où il y avait les meilleurs indices de qualité de vie et de santé, je pense que la moyenne de pas par jour, c'était pas très élevé. Là. Je me demande si c'était pas autour de 3 500, 4 000. Là, donc, au-dessous de 3 500, tu commences vraiment... Dans les courbes, là, si tu marches moins de 3 500, c'est vraiment à long terme dans un mauvais état. Et après, ça commence à croître pas mal. Ouais. Mais...
Il y avait une autre question, là, j'ai perdu. Go, allez-y. Les aimants sous le matelas. Non. Les oisillons fantômes. Mhm. Mais vous avez 100% raison. Voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. On a fait des études sur l'arnica sous Ben oui. différentes formes, arnica homéopathique, arnica plutôt concentré, etc. Et il n'y a pas d'effet. Ça, c'est très important, ce que vous dites. En tant que parent, on a le droit de se tromper. C'est très important. C'est pas non, mais c'est bête à dire, hein. Mais c'est très important de le dire. Absolument. Puis moi, je le vis comme pharmacien. Je vois de mes collègues qui recommandent de l'arnica pour des ecchymoses ou des blessures, des douleurs. J'en vois, là, il y en a qui en recommandent et pourtant, c'est des professionnels de la santé qui devraient savoir que, comme dit Florian, ça a été bien étudié. On sait que ça n'a aucun effet. Mais ils sont pas en fait, la première chose à faire, j'ai vraiment travaillé là-dessus sur comment enquêter sur les idées reçues. Et la première étape, et ça va faire, c'est pour faire une belle enquête sur les idées reçues, c'est de se demander est-ce que c'est une idée reçue. En fait, il y a tellement d'informations qu'on a dans notre tête qui nous semblent évidentes tout le temps, à quel moment on va les remettre en question. L'arnica, j'ai toujours entendu dire que ça servait. À quel moment, à un moment dans le déclic, et comment est-ce qu'on sait que c'est vrai? Et toujours la question que je me pose quand quelqu'un me répète un truc régulièrement, au hasard, dans une information qu'on me balance, comme ça, je fais, est-ce que la personne qui l'a dit la première fois, est-ce que la personne qui a fait cette découverte, il a tout mis en œuvre pour vérifier que c'était vrai, ou pour essayer de se donner tort? Enfin, est-ce qu'il y a des études? Et mon boulot, quand je travaillais au magazine de la santé de France 5, c'était ça. C'était, à un moment, on nous disait des trucs, je me tiens, ça, je vais le vérifier, quoi. Alors après, ça c'est bon, ça va être facile à vérifier. Genre, le stress, quand on a perdu un proche, on a beaucoup plus de chances de développer un cancer parce qu'il y a l'effet psychologique du corps qui va développer le cancer. Mais moi, je savais que c'était vrai. Je me dis, bon, allez, je vérifie cette idée reçue, mais bon, ça va être vite vu. Hein. J'ai passé 3 mois de recherche à relire la littérature et à découvrir que le lien était en fait... Non, il n'y a pas de vrai lien. Hein. Que le cancer, ça met beaucoup d'années à se développer avant d'être détectable. Donc, quand vous faites un diagnostic, vous avez perdu votre conjoint, votre conjointe, et 3 mois plus tard, on dit un cancer. Le cancer, ça fait 5 ans qu'il se développe au moins. Oui. Hein. Donc c'est pas, ou plus, là, il y a des cancers plus. qui se développent sur 15, 20, 25 ans. Donc déjà, et puis on s'est aperçu en fait qu'il y a des corrélations qui sont intéressantes. Généralement, l'âge où on développe des cancers, c'est l'âge où on commence à atteindre un certain âge, justement. L'âge où généralement nos parents commencent à avoir des grandes chances de mourir. Donc faire le deuil de ses parents et découvrir qu'on a un cancer après, c'est peut-être juste que vous êtes à l'âge où les gens développent des cancers et les âges où les parents meurent, mais c'est pas le parent. Et qu'est-ce qui se passe si je développe un cancer, enfin qu'on me diagnostique un cancer, mon père meurt après? Est-ce que c'est mon cancer qui a causé la mort de mon père? Là, ça semble débile. Par contre, si on dit la mort de ton père et après on diagnostique le cancer, là tu fais ah ouais, il y a un lien, tu vois. Alors que ça peut arriver dans les deux sens. Et puis il y a plein de choses. C'est l'âge où on commence à avoir plus de chômage parce que on recrute. Enfin, on a tendance à virer, à mettre à la retraite anticipée, très anticipée. Et il y a d'autres choses aussi qui sont intéressantes. C'est par contre qui sont vraies. C'est que quand on a un proche qui meurt, on est souvent très triste et on a souvent autre chose à faire que de prendre en soin sa santé. Et donc on va même être un peu dégoûté de la vie. La vie, c'est de la merde. Hein. Les gens, ils meurent et tout. Et donc, que la vie, c'est de la merde, ça, tu verras, ça, c'est... Je te laisse voir, je te laisse tester. Ah, des bactéries. Oui. Alors, je finis juste ma phrase, mais la réponse est... Vas-y, plutôt, il y en a des... Oui, il y en a des biens. Hein. Mais en fait, t'as énormément de bactéries dans ton corps en ce moment. Ça, c'est un fait. Et la plupart de ces bactéries-là sont très utiles et même essentielles. Elles rentrent en compétition entre elles. Il a l'air vraiment content, là. Genre, il est comme... Je vais aller lécher les barres du métro pour choper plein de bactéries. Il y en a des biens et pas toutes. Hein. Moi aussi, j'en ai, puis j'en ai plus que toi en passant parce que... Hein, donc, et donc, tu veux faire un combat avec lui? C'est Monsieur Bactérie, fais gaffe.
et t'as pas développé de cancer. Voilà. Mais peut-être, ouais, mais tu vois ton expérience. Est-ce que t'es peut-être trop jeune pour avoir des cancers? Il y a plein de questions qui peuvent se poser. C'est pour ça qu'on étudie sur plein. Il est déjà parti, mais sur plein de monde pour voir si. Et je voulais finir sur ce que je disais, c'est que en fait, on s'aperçoit que les gens qui ont eu un deuil se font diagnostiquer plus tard du cancer. Et on les diagnostique plus tard. En fait, il y a l'effet qu'il y a sur les gens. Il y a plus de gens qui meurent du cancer après un deuil parce que leur engagement dans leur traitement ou leur retard diagnostique est plus important. Mais si on écarte ce biais, il n'y a pas d'effet, quoi. Ouais. Un effet qui a été observé, par contre, c'est pas sur le cancer, mais c'est sur le cœur. Puis ça, c'est quand même rare, là, mais il y a une maladie qui a été... certains ont appelé ça la maladie du cœur brisé, là, finalement, mais c'est une personne qui, après un deuil, vit un traumatisme tellement intense que ça vient endommager le myocarde, en fait, qui est le muscle du cœur en tant que tel. Donc, c'est pas quelque chose d'hyper fréquent, mais il y a certains cas où il semblerait qu'une personne, après justement un deuil ou un traumatisme vraiment intense, son cœur aurait cessé de fonctionner parce que le cœur avait été trop sollicité par le stress. C'est une pathologie qui s'appelle le Takotsubo et qui, oui, exact. Qui on voit plus chez les femmes. Parce que le cœur des femmes n'est pas exactement structuré de la même façon et c'est intéressant aussi de se dire, c'est qu'il y a beaucoup plus d'études de cardiologie qui sont menées sur des hommes et sur des cœurs d'hommes que sur les cœurs de femmes. Donc nos connaissances en cardiologie masculine sont beaucoup plus élevées qu'en cardiologie des féminines. C'est pas mal tous les domaines, en fait. Dans tous les domaines, d'ailleurs. En général, oui. Alors, non, généralement, en fait, il y a comment dirais-je, le Takotsubo, ça fait vraiment ça change la morphologie du cœur, en fait, c'est assez visible. Ouais. Et c'est assez, ça arrive plutôt à des personnes jeunes de mémoire. Hein. Je crois que c'est autour de 50 ans. C'est pas un effet forcément fort de l'âge. Donc c'est un truc qui commence sur les déterminants génétiques, tout ça. En fait, c'est très mal étudié. Donc c'est qu'il y a tellement peu de cas, selon ma compréhension, il y a tellement peu de cas qu'en fait c'est difficile de venir étudier le phénomène un peu davantage. Mais bon. Deux, trois idées reçues comme ça au passage sur lesquelles on va vous inviter à réfléchir. Donc il y avait, quand vous faites piquer par des méduses, est-ce qu'il faut faire pipi dessus pour éviter la douleur des méduses? Oui? Non? Non? Plutôt oui, plutôt non? Dans Friends, ils disent que ça marche? Le remède antipoison. Alors en fait, il y a des chercheurs qui ont essayé de voir si c'est vrai ça. Et en fait, ils se sont aperçus que mettre de l'eau douce, de l'eau pas salée en fait, sur un endroit où il y a des vésicules de méduses, en fait, ça fait éclater les vésicules et donc ça augmente l'entrée du poison dans le corps. Donc c'est une très mauvaise idée. On s'est aperçu que pour certaines espèces, le vinaigre c'est très très bien. Pour d'autres, ça aggrave la douleur. En fait, ils ont fait la liste de tous les produits qui étaient conseillés. Ils ont comparé chez toutes les méduses. Ils ont essayé de voir s'il y avait des études, etc. Et le truc qui marche à peu près sur toutes les méduses, quasiment toutes, c'est de l'eau salée entre 40 et 42 degrés. C'est le seul truc qui peut soulager parce que la chaleur au-dessus de 40, au-dessus, ça va vous brûler. 40-42 degrés, ça va dissoudre le poison et l'eau salée ne fait pas éclater les vésicules. Mais tous les autres conseils, de frotter avec une carte de crédit, il y a toute une liste comme ça, la plupart du temps, peut-être que ça marche sur certaines espèces, d'autres ça marche pas, d'autres ça va aggraver. Donc faire pipi sur les piqûres de méduses, ça marche pas. T'en as d'autres, toi, ça a l'air compliqué d'avoir des méduses. Moi, on n'a pas ça, nous, vraiment, tant que ça. Vous n'avez pas non plus de plage, donc... Non, c'est ça. Nous, dans le même style, c'est plutôt quand on se brûle, quand on se fait une brûlure, on devrait mettre du beurre sur la brûlure. Est-ce que ça existe? Du gras, il aussi, faut mettre des corps gras. Des corps gras. Le beurre, c'est bien. Ouais. Du dentifrice aussi. Dentifrice sur les plaies? Du dentifrice sur les plaies, oui, parce que, évidemment, quand je mets du dentifrice sur ma brûlure, ça devient comme frais, puis là, tout d'un coup, j'ai plus mal. Ketchup, moutarde aussi? Non. Tu mélanges le cataplasme de moutarde et le traitement des plaies alors, mineures. idée reçue ou pas? Est-ce qu'il faut mettre du beurre ou pas? Absolument pas, non, absolument pas. En fait, la majorité des brûlures, blessures, il faut mettre le moins de choses possible dessus pour diminuer le risque d'infection, en fait. Mais les plaies mineures, c'est rare que ça s'infecte. Mais pour pas augmenter le risque que ça s'infecte, on met pas des corps gras, on met pas du dentifrice, on met rien, en fait. Mais si c'est du beurre salé, ça marche peut-être mieux? De l'eau salée, peut-être, mais salé. Honnêtement, la plupart du temps, le meilleur soin, c'est de rien mettre. C'est ça. Puis, mais les gens n'aiment pas se faire dire ça. Les gens n'aiment pas se faire dire « mais rien ».
Ils veulent s'acheter des onguents ou des antiseptiques. Ou ici, tu me parlais de l'examidine là, ou l'exomidine, je ne sais pas trop quoi, où on veut se mettre des désinfectants ou des antiseptiques, des choses comme ça, alors que c'est pas nécessaire dans la majorité des cas. Là. Il y avait une question, oui, go? Qu'il faut mettre du lait, du vinaigre sur des piqûres d'ortie. Des orties, c'est un peu comme je sais pas. du sumac vénéneux ou pas vraiment ça? Ouais, mais en fait, je sais pas. C'est une super bonne question. Et la question, c'est comment est-ce que je vais faire pour vérifier? Je vais voir si d'autres se sont posé la question. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vérifier? Ouais, mais est-ce que la réaction de la vésicule à un produit, ce produit, typiquement, je te disais, sur certaines méduses, le vinaigre, c'est très efficace. Pour d'autres, c'est complètement contre-indiqué. Donc, sur le cas, en fait, j'en ai aucune. C'est une excellente question et je vais essayer de trouver la réponse. Et si je la trouve, je la mettrai sur mon blog et tu pourras avoir la réponse avec toutes les sources et comment est-ce que je sais ce que je sais. Mais là, maintenant, je suis pas capable de te répondre. Mais c'est une super question. Oui, c'est une super question. Moi, je ne le sais pas. Les orties, je pense que nous, on n'a pas vraiment ça. Nous, on a plus une plante qu'on appelle l'herbe à puce, qui est du sumac vénéneux. Là. Tu touches à ça, puis tu te viens avec des éruptions cutanées qui coulent. Là. C'est absolument horrible. Puis ça, encore là, ce qui fonctionne, c'est vraiment c'est des antihistaminiques, en fait, là, un peu comme on utilise pour les réactions allergiques ou des choses comme ça. C'est à peu près la seule chose qui fonctionne. Moi, quand j'avais à peu près ton âge, on m'avait dit qu'il fallait frotter les piqûres d'ortie avec 5 feuilles d'espèces différentes. Du lierre, du machin et tout. Non, mais vraiment, et je l'ai conseillé à plein de gens, et jusqu'à très récemment, je ne vous dis pas jusqu'à quand, mais très récemment, je faisais ça encore aux gens, je savais que ça marchait, je prenais du lierre, du machin et tout, et je frottais, et les gens, ça les soulageait. Et quand j'étais petit, je m'étais même créé des décoctions de 5 plantes que je gardais au cas où je me faisais piquer par les orties, mon auto-formation, etc. Et jusqu'à très récemment, j'étais persuadé que je n'ai pas remis en question ce truc. Et récemment, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, si je peux frotter avec 5 fois la même plante, ça marcherait? Ou pas frotter, ou faire autre chose? Et que très récemment, que j'ai évoqué l'idée que cette histoire d'ortie pouvait éventuellement ne pas marcher. Et je n'ai pas la réponse, parce que je suis en train de détruire le génie de mon enfance. J'avais quand même inventé un médicament. Faut qu'on termine. Que les lions, ça tue les humains? C'est une idée reçue, ça, que les lions tuent les humains? Moi, je saurais te répondre pour les requins. Mais pour les lions, je pense qu'un lion, si tu es face à lui et qu'il n'a pas mangé, probablement, oui. Voilà. Ouais. On a beaucoup de témoignages historiques nombreux de gens qu'on mettait face à des lions qu'on n'avait pas nourris. Le lion a tendance à tuer l'humain assez au Ah oui, c'est sûr que les lions vont pas venir ici pour se régler leur compte. Ouais, est-ce que si on n'allait pas embêter les lions, ils nous seraient pas dessus si on les laisse dans leur coin? Ouais, tu veux dire, est-ce que ouais, peut-être que c'est une bonne chose. Si tu veux pas te faire bouffer par un lion, effectivement, de pas aller sur le territoire du lion à l'heure du déjeuner. Ma suggestion, personnellement, serait de rester loin des lions si jamais tu en rencontres un. Ce serait ça mon conseil, jusqu'à ce qu'on puisse te fournir une réponse. Écoutez, il y a un nouvel événement qui commence, qui est idée reçue.